parfait. Donc, bonsoir à vous tous hein, pour cette second webinaire de la série de Vie ma vie de BA. Ce soir, nous allons parler de la business analyse dans le secteur de l'énergie. Et donc, c'est Laurent Laville, qui est également BA chez Engie, qui nous parlera un petit peu de son quotidien, de son expérience en tant que BA et ben, qu'est-ce qu'il fait tous les jours, quels sont les outils qu'il utilise, quelles sont les certifications qu'il a passées, qu'il a, etc. IBA, avant de donner la parole à Laurent, hein, je vous rappelle un petit peu IBA, hein, qui on est, pour ceux qui ne nous connaissent pas, qui nous découvrent ce soir. Donc IBA est une association professionnelle créée en 2003 au Canada euh, qui rassemble au niveau international, au niveau mondial, les business analysts et qui publie également au travers de cette organisation leur savoir-faire, leurs compétences au travers d'un manuel qui s'appelle le BABOK. IBA donc, est une organisation professionnelle à but non lucratif créée par les business analysts et pour faire vivre la business analyse et pour faire vivre un petit peu les outils de la business analyse. IBA France et IBA Geneva sont des chapitres de l'IBA. En effet, l'IBA compte plus de 140 chapitres dans le monde, environ 300, plus de 30 000 membres actifs, sachant que les membres actifs, ce qu'on appelle les membres actifs, ce sont ceux qui sont inscrits individuellement, 300 entreprises dites corporate, avec des partenariats dits corporate, où justement les personnes qui sont membres de l'IBA au travers de ces partenaires, de ces partnerships ne sont pas comptabilisés dans les 30 000. Donc, ensemble, il y a beaucoup plus de membres et plus de 240 écoles, écoles de commerce, écoles d'ingénieurs également partenaires de l'IBA, dont ben, nous en avons quatre en France qui sont elles-mêmes partenaires de IBA France et de l'IBA. En somme, l'objectif de l'IBA, c'est de promouvoir la pratique de l'analyse métier, d'aider au niveau RH, au niveau management, de comprendre qui sont les BA, qu'est-ce que la BA, quels sont les outils et techniques de la BA. À l'origine, ça a été, on va dire, utilisé à l'époque de la gestion de projet, parce qu'en effet, durant très longtemps, et même encore aujourd'hui, et malgré cela, beaucoup de projets étaient souvent en échec, hein. En effet, des, 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 des études comme Pulse, comme le PMI, différentes études de ce type, montraient que finalement 80% des projets informatiques étaient souvent en échec, et donc on cherchait à comprendre pourquoi, d'où venaient ces échecs, sachant que là aussi, il faut modérer, qu'est-ce qu'un échec? Un échec, c'était ou un projet qui ne répondait pas du tout aux besoins, ou qui ne répondait pas, ou qui dépassait totalement les délais qui étaient les prévus, ou qui dépassait totalement les budgets alloués. Donc, c'est ça qu'on considérait comme étant des échecs. Et donc, il y avait des gros problèmes également de cadrage. Et donc, c'est un petit peu sur cela que que l'IBA s'est un peu créé, parce que un poste s'est ouvert, notamment chez nos voisins anglo-saxons. En effet, l'ABA existe. Et donc, l'IBA a été créé en 2003, ce qui veut dire que on peut compter des BA qui sont présents depuis l'activité même de l'ABA qui est connue depuis les 1993 environ. Côté chapitre, alors également IBA promeut des certifications, excusez-moi, promeut de certifications autour de la pratique de l'analyse métier. Euh, ECBA, qui est la certification de premier niveau, qui atteste finalement une compétence et une connaissance autour du BABOK. CCBA et CEBAP, qui, comme ECBA, attestent des compétences et des connaissances du BABOK, mais qui attestent également des années de pratique de BA. CCBA atteste 3 années de pratique et CCBAP atteste 5 années de pratique. CCBA et CEBAP, contrairement à ECBA, doivent également être renouvelés, c'est-à-dire que tous les 3 ans ou tous les 5 ans, selon si c'est CCBA ou CEBAP, vous devez maintenir la certification au travers et faire d'une recertification. Au travers des différents matériaux qui sont proposés par l'IBA pour les business analysts, également on propose un Business Analyst Competencies Model qui a été dérivé au niveau en société pour qu'une société puisse également avoir des outils pour évaluer ses propres BA en interne.
les standards, qui est finalement le résumé du Babok et qui dernièrement était téléchargeable gratuitement sur la plateforme de iba.org. Par contre, en revanche, c'était que la version anglaise qui était téléchargée gratuitement. Nous sommes en train de finir la traduction de ce manuel pour pouvoir le mettre à disposition et également le mettre en téléchargement gratuit. Un manuel autour de comment manager les BA, ensuite un autre pour comment passer de la stratégie à l'exécution tout en utilisant des techniques de BA, et ensuite des manuels qui amènent également des certifications dites spécialisées qui sont autour de la démarche agile, qui sont une extension du BABOK dans le cadre des initiatives agiles, où le BA intervient au niveau agile, donc c'est la certification AAC. Un guide où le BA est spécialisé dans des projets BI, dans des projets data, dans des projets autour de cloud ou de l'IA, qui est donc le Business Data Analytics. Un troisième manuel qui est autour de la cybersécurité, donc comment les BA sont impliqués dans des projets de cybersécurité et de manière générale, qu'est-ce que fait les BA? Les BA font de la facilitation et ben, dans des sujets de cybersécurité qui sont des sujets relativement techniques, le rôle du BA est de comprendre, en tout cas d'aider à comprendre finalement le sponsor, qu'est-ce qu'il finance, comment prioriser les stratégies de cybersécurité, quelles cybermenaces à quelles cybermenaces on fait face, et en somme fait à une réelle relais hein, de l'information pour entre la vision technique et la vision, on va dire, plus opérationnelle et également métier, et celui qui va financer tout cet ensemble. Et enfin, le guide, la dernière certification, qui amène beaucoup autour de l'entreprise agile avec les différentes postures, techniques, outils du business analyst dans des démarches agiles et dans sa relation avec le product owner, le product owner et qui finalement mélange finalement des rôles, hein, et ces deux rôles, la fusion des rôles, deux rôles du BA et du PO, qui devient le CPOA, donc le Product Ownership Analysis, qui va analyser finalement les propriétés produits dans tout ça des contextes de démarche agile. Côté IBA, donc j'expliquais, on a donc des chapitres. Ce soir, nous intervenons entre le chapitre France et le chapitre de Genève. Pour présenter le chapitre de Genève, donc tous les chapitres ont à peu près les mêmes activités, font à peu près les mêmes choses. Le premier objectif étant d'animer la communauté locale de leur business analyst, ce que l'on fait encore ce soir au travers de webinaires, mais également au travers de congrès, mais également d'ateliers en soirée, donc des webinaires en présentiel, etc. Alors, en France, c'est un peu difficile de faire des ateliers en soirée vu que IBA France est principalement basé sur Paris et qu'il est un peu dur de faire venir pour une soirée des personnes qui sont sur Aix-en-Provence. Néanmoins, nous sommes petit à petit en train de faire des BA au bar, côté français également, qui, ben, principalement sur Paris, sur Lyon, et il y en a eu un sur Aix, et c'est en train de petit à petit se déployer doucement dans différentes villes. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressé pour venir ben, rencontrer les autres BA de votre ville au travers d'un moment convivial, sans forcément avoir un sujet particulier de discussion, mais pour pouvoir discuter entre business analysts. Les congrès, les ateliers, je viens d'en parler, mais également les groupes d'études. Donc, il faut savoir que le groupe d'études côté France a été lancé il y a maintenant à peu près, en tout cas, les inscriptions ont été terminées depuis 2 semaines. Ben, je crois que c'était encore, ben oui, mercredi, ou je sais plus, oui, non, mardi, il y a 2 jours, nous avons lancé donc notre groupe d'études. Je vois qu'il y a certaines personnes qui sont même d'ailleurs présentes. Hein, ces groupes d'études, qu'est-ce que c'est? C'est la préparation du Baboc au travers de cas un peu inventés ou des cas quotidiens, des cas, chaque personne peut proposer des cas et puis les groupes travaillent ou non sur ces différents cas. L'objectif étant de préparer concrètement la certification ECBA, CCBA ou CEBAP au travers alors c'est pas une formation, parce que c'est une auto-formation, mais encadrée par des experts formateurs côté français, ben, il y a moi-même qui encadre le study group avec Jean-Marc. Je vois qu'il est là. Bonsoir Jean-Marc, qui est avec nous ce soir. Enfin, la Codo de BA, qui sont l'animation des communautés de BA dans les entreprises. Vous très, très bien installé côté Genève. Nous sommes en train de le lancer côté français. C'est en somme, vous êtes dans une société, vous avez des communautés, vous avez une communauté de BA. IBA peut, le chapitre, IBA peut venir
animer ben, déjà la communauté au sein de votre entreprise, mais également vous mettre en relation avec d'autres communautés de BA sur des mêmes secteurs ou même des secteurs différents pour travailler et un petit peu ensemble sur différents sujets. Et bien entendu, c'est les porteurs de Code BA, hein, les porteurs de projets qui amènent eux-mêmes les sujets aussi. Et nous, côté BA, nous facilitons, nous faisons de la facilitation. Côté français, ben, on fait à peu près les mêmes choses que côté Geneva, sauf que bon, nos congrès, à nous, cette année, nous ferons un congrès ben, ça a été décidé au dernier CA, à notre dernier conseil d'administration. Il aura lieu fin novembre et nous faisons plutôt une semaine de la BA. Ce seront plusieurs interventions entre midi et deux, souvent, et puis le soir, où nous vous inviterons, nous convierons à venir participer dans des plateformes assez particulières, puisque ce sont des plateformes de conférences en ligne et pouvoir rencontrer également des porteurs de techniques, etc. euh, et présenter un petit peu différents retours d'expérience autour des techniques et autres. Également, nous intervenons auprès des entreprises et au niveau des services RH également pour les aider parfois à faire des fiches de poste, dans les écoles également pour préparer les futurs business analysts qui travailleront avec nous demain. Animation également de notre communauté au travers d'Afterwork, ça j'ai déjà dit, et également ben, des hackathons que nous faisons avec des écoles partenaires où l'objectif c'est que nous affrontons sur des différents sujets, les écoles, les étudiants viennent de s'affronter, et la finale à Paris, et ben, la dernière fois que ça avait été fait, on a vu le directeur de la transformation numérique de la Banque de France qui était également intervenu avec nous en conclusion sur ces éléments. Donc tout ça, ce sont des événements que sont réalisés par le chapitre, au-delà également de participer à la traduction des matériaux et également des groupes d'innovation pour justement bûcher sur différentes techniques un petit peu innovantes qui peuvent être utilisées dans notre quotidien, mais notamment un petit peu avec les changements autour de l'IA, mais également tous d'autres changements que l'on voit aujourd'hui, hein. On parle beaucoup, on commence à parler beaucoup d'informatique quantique et autres, mais également pas que informatique, parce que l'ABA n'est pas que sur des sujets informatiques. On peut appliquer l'ABA dans des sujets dans des besoins ou des contextes organisationnels ou également écologiques ou de développement durable. Voilà un petit peu pour présenter les différents chapitres et qui est IBA et qui sont les chapitres IBA France et IBA Geneva. Et bah, nous revenons au sujet qui nous intéresse ce soir, où nous allons, Laurent, qui va nous parler donc de son quotidien de business analyst. Donc Laurent est chez Engie, travaille chez Engie. Il est dans une unité un peu particulière qu'il va nous présenter. Laurent a été certifié également à des certifications IBA et il les a réalisées dernièrement, enfin, il y a à peu près un an, je crois. Il apporte une expertise méthodologique dans la gestion de projet et également il a une vision une approche assez particulière de la BA. Et donc il va nous parler un petit peu de son quotidien et de tout ce qu'il fait. Bonsoir Laurent et merci à toi d'être là. Est-ce que tu as Bonsoir Thibaut. partagé ton écran? J'y vais, j'y vais. Hop, vous me dites si vous voyez bien mon écran. C'est tout bon. Il C'est faut tout juste que bon, tu enregistres, que là on le voit en mode bien sûr. génial. Juste enlever Alors là ça. on voit tout le Hop, bon écran. Voilà. voilà. Merci J'arrive, Laurent j'arrive. d'être avec nous ce soir. Et puis, ben, je te donne la parole. Côté questions-réponses, ben, je vous invite à marquer dans le chat si vous avez des questions. Alors, tout ce que vous pouvez envoyer dans le chat devrait normalement arriver à moi uniquement. Il n'y a que moi qui vais le voir, du coup. Euh, et donc, nous poserons ces différentes questions à la fin. À Laurent, tu as prévu une session, un moment de questions-réponses, il me semble. Exactement. Génial, ben encore merci, puis je te donne la parole. Très Et bien, merci beaucoup Thibaut. merci. Merci à toi, merci de me donner l'occasion du coup de pouvoir intervenir sur les deux chapitres, France et Genève. Alors, pour commencer, je vais me présenter rapidement, mais on reviendra un peu plus tard, vous le verrez, sur mon expérience un peu plus en détail et comment je suis arrivé à la business analyse. Donc, comme le disait Thibaut, aujourd'hui, donc je suis senior business analyst IT côté NJ, donc chez NJ. Mes diplômes de base, en fait, j'ai un parcours très financier, donc avec un BTS compta, deux diplômes d'école de commerce, là en finance d'entreprise et finance de marché, avec une spécialisation en contrôle de gestion et pilotage d'entreprise. J'ai maintenant presque 20 ans d'expérience dans des directions financières, aussi bien au début de ma carrière dans les travaux publics et puis après un peu plus de 15 ans maintenant dans le secteur de l'énergie.
Donc j'ai beaucoup travaillé évidemment sur des sujets très financiers, des missions de contrôle de gestion un peu classiques, des missions aussi d'organisation, de gestion de projet et de conduite du changement. J'ai, à travers toutes mes expériences, passé un certain nombre de certifications, avant même l'IBA. Donc j'ai par exemple passé des certifications en management de projet avec l'École centrale Paris. Toutes mes expériences, on le verra tout à l'heure, m'ont permis justement d'arriver au poste de senior business analyst aujourd'hui chez GEMS, donc, qui est une entité qui appartient à Engie. Donc, ce que je vous propose, moi, ce soir, c'est d'abord de vous présenter le groupe Engie et de l'entité dans laquelle je travaille. Ça va aussi vous donner pas mal d'éléments sur comment aujourd'hui le groupe Engie est constitué et comment il répond aux enjeux aujourd'hui de la transition énergétique. Ensuite, j'évoquerai mon parcours, mon évolution, comment je suis devenu business analyst, et puis j'aborderai les méthodologies, les outils un petit peu qu'on utilise au jour le jour. J'essaierai de vous donner un petit peu les enjeux aujourd'hui au sein d'Engie et les perspectives que l'on peut avoir en tant que business analyst face à ces enjeux. Enfin, je terminerai par quelques éléments sur la certification, pourquoi je me suis certifié, à quoi ça me sert aujourd'hui dans mon quotidien, et puis on finira comme le disait Thibaut, après, avec les questions-réponses que vous aurez pu donner dans le chat. Voilà. Donc, je commence par la présentation du groupe NJ. Alors, le groupe NJ, c'est simple, hein, c'est d'être leader de la transition énergétique. Voilà, c'est finalement un objectif assez simple, avec une raison d'être. Et donc, j'ai voulu en fait vous présenter NJ à travers sa raison d'être, parce que la raison d'être, c'est vraiment ce qui guide l'entreprise dans ses actions et son engagement en fait au quotidien. Alors c'est loin d'être quelquefois juste un slogan. Souvent on dit la raison d'être, c'est un peu galvaudé comme terme, mais en fait ça reflète bien toute la vision profonde et la mission commune en fait à tous les acteurs de l'entreprise, qui est d'accélérer la transition énergétique pour un avenir plus durable en tout cas. Voilà. Donc la raison d'être d'Engie, elle est claire, elle est ambitieuse, c'est agir pour accélérer la transition vers une économie neutre en carbone. Je vous expliquerai après peut-être ce que ça veut dire neutre en carbone. Cette transition, c'est celle d'une économie qui aujourd'hui repose depuis trop longtemps sur des énergies fossiles, et le but c'est d'aller vers une économie qui utilise des énergies renouvelables, plus sobres et plus respectueuses de la planète. Et donc, ça implique de repenser non seulement la manière dont on produit et on consomme l'énergie, mais aussi de faire en sorte que chaque solution proposée ait un impact positif sur l'environnement. Mais cette transition, c'est pas seulement une question de technologie ou d'innovation, mais c'est aussi une question de performance économique, hein. On est quand même dans une entreprise. Le but, c'est quand même de faire du profit à la fin. Et NJ montre en fait que l'on peut être à la fois performant économiquement tout en agissant pour l'environnement. Puisque très souvent, quand on entend écologie et environnement, secteur de l'énergie qui va juste derrière, on pense surtout au coût et que ça coûte cher, mais on voit très bien qu'au niveau des entreprises, on peut aussi quand même gagner notre vie avec euh, beaucoup d'envie et beaucoup d'innovation et de choses voilà, qui, en tout cas, qui nous prouvent qu'il est possible, en tout cas, d'atteindre une rentabilité durable tout en réduisant les émissions de carbone et en préservant les ressources naturelles. Et pour pouvoir, en fait, agir, cette mission, en fait, elle va rassembler, pardon, toutes les parties prenantes, c'est-à-dire aussi bien les salariés que les clients, que les actionnaires. Évidemment, les salariés, puisqu'ils sont forcément au cœur de cette démarche, puisqu'on travaille aujourd'hui au sein d'Engie tous les jours, hein, pour innover et proposer des solutions qui sont toujours plus efficaces et responsables. Et puis, il y a les clients, quant à eux aussi, qui ont un rôle fondamental à jouer, évidemment, parce qu'en choisissant des solutions durables, ils décident de réduire leur empreinte écologique. Et puis, il y a aussi les actionnaires qui sont impliqués, puisqu'ils sont dans un modèle de rentabilité qui conjugue à la fois la croissance économique et le respect de l'environnement. Donc, en conclusion, hein, la raison d'être d'Engie, c'est pas seulement un engagement pour la planète, mais c'est aussi un engagement pour la société et pour les générations futures.
Et il est possible d'agir à la fois pour la performance économique et pour un impact positif sur les personnes et la planète. Et c'est cette vision en fait qui guide aujourd'hui chacune de nos actions au sein d'Engie et chaque projet que nous entreprenons. Donc voilà, nous sommes tous acteurs en fait de ce changement et on peut accélérer la transition énergétique et construire un avenir plus durable. C'est vraiment la raison d'être du groupe Engie. Et pour ça, comment on essaye d'articuler ça peut-être avec des objectifs. Et aujourd'hui, comme je disais, l'objectif, c'est d'être en net zéro carbone, notamment en 2045. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le net zéro carbone? Ça veut dire que on va essayer d'ici 2045 à ne plus émettre plus de CO2 dans l'atmosphère que ce qui est absorbé. Et pour ça, ben, ça repose principalement sur deux piliers. Un premier pilier qui est le fait de réduire drastiquement les émissions de CO2. Donc, c'est la transition vers des énergies renouvelables, hein, notamment avec le solaire, l'éolien, l'hydrogène. C'est aussi de sortir évidemment ben, de certaines énergies qui sont polluantes, notamment par exemple au sein d'Engie, on essaye de sortir complètement du charbon. Donc, ce qu'on prévoit notamment sur cette année en Europe 2025 de sortir de toutes les centrales de production au charbon et en 2027 pour toutes les centrales qui appartiennent à l'énergie dans le monde. Euh, il y a aussi le fait d'essayer d'améliorer l'efficacité énergétique dans l'industrie, les transports, les bâtiments, et puis de commencer à électrifier des usages et la sortie du coup progressive des énergies fossiles. Donc ça, c'est un premier pilier, donc réduire au maximum les émissions de CO2. Et puis, on a un deuxième pilier qui est ben, d'essayer du coup de compenser en fait les émissions résiduelles de CO2, c'est-à-dire d'essayer de capter et de stocker le carbone avec plusieurs moyens technologiques. On a aujourd'hui des moyens qui permettent en fait de capturer en sortie d'usine, par exemple, le CO2. D'un autre côté, on peut essayer aussi de faire en sorte que de capter plus de CO2, mais de manière plus naturelle, par exemple par la reforestation ou par la protection des forêts. Donc ça peut être un autre moyen. Et puis, voilà, on essaie de trouver aussi d'autres solutions technologiques pour essayer d'absorber le CO2 restant. Voilà, donc c'est les deux piliers aujourd'hui pour être en net zéro carbone en 2045. Un autre point sur lequel on essaye d'agir un peu partout, c'est on a mis ici un objectif de 110 grammes de dioxyde de carbone par kilowattheure au carré. Bon, désolé, c'est peut-être un peu technique, mais l'idée, c'est de faire référence en fait à une unité de mesure de l'empreinte carbone par unité d'énergie. Et l'idée, c'est d'essayer de réduire le plus possible cette intensité carbone au jour le jour. Et donc voilà, aujourd'hui, ce sont les objectifs aujourd'hui qu'on se donne au sein d'Engie. Alors peut-être expliquer pourquoi 2045. Alors aujourd'hui, le GIEC, qui est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, recommande en fait une réduction rapide des émissions de CO2 pour essayer de limiter le réchauffement climatique à, je crois que c'est 1,5 degré d'ici 2100. Le problème, c'est que si on attend beaucoup trop, plus on attend pour essayer de limiter en effet ce réchauffement climatique, et plus il sera difficile et coûteux ben, d'inverser en effet tous les effets. Puisqu'aujourd'hui, on le voit, hein, on a des événements assez extrêmes en termes par exemple de température, on a la fonte des glaces, on a la montée du niveau de la mer, enfin, on pourrait en citer beaucoup. Mais le fait de viser par exemple déjà 2040, 2050 ou 2045, ça permet déjà de gagner voilà, beaucoup de temps sur la réduction de l'impact environnemental. 2045, c'est aussi le fait de se positionner en tant que leader et d'essayer d'influencer les autres. On sait que par exemple, certains pays ou certaines entreprises veulent être les pionniers et essayer de montrer l'exemple. Euh, Puisque en fait, comme on s'engage à atteindre le net zéro carbone, on avance ainsi dans les objectifs pour essayer de rester compétitif et puis d'être innovant aussi dans les énergies propres. Et puis, une adoption aussi plus rapide vers des solutions bas carbone, bah, ça va permettre aussi d'attirer bah, des investissements et puis d'accélérer la transition énergétique mondiale.
Voilà ce que je peux vous dire dans les grandes lignes, en tout cas, des objectifs qu'on se donne au sein d'Engie. Et pour réaliser donc tout ça, le groupe aujourd'hui euh, comment dire, pardon. Le groupe se focalise principalement sur, comme vous pouvez le voir, au niveau mondial, sur beaucoup de pays. Donc, on est très présent sur la France, l'Europe, la partie Asie et la partie Europe du Nord et Europe du Sud, donc la partie Amérique latine. On repose sur près de 97 000 employés, presque 83 milliards de chiffre d'affaires et un EBIT de 9,5 milliards d'euros et avec un CAPEX de croissance donc, qui permet de pouvoir investir en effet sur des nouvelles innovations et de nouvelles capacités de production de près de 8 milliards. Donc c'est quand même pas neutre puisque c'est ce qui va nous permettre aussi d'évoluer sur toutes les technologies pour pouvoir atteindre tous nos objectifs. Donc voilà un petit peu l'empreinte que l'on peut avoir en France et sur toutes les régions sur la planète. Pour pouvoir travailler sur tous ces sujets, le groupe s'est organisé en ce qu'on appelle des Global Business Unit. Alors, j'ai encore un peu de mal à vous en parler parce que tout ça est nouveau et ça date depuis maintenant à peine un mois, donc cette réorganisation en quatre Global Business Unit, alors qui existait auparavant, mais pas de cette manière-là. Simplement pour expliquer un petit peu comment le groupe est organisé, vous avez au niveau corporate, on va dire, des départements qui sont assez classiques, hein. On va retrouver un secrétariat général qui va gérer toute la partie stratégie, recherche, innovation, communication, un pôle finance, responsabilité sociétale, achat, un pôle ressources humaines et audit, et puis on a un pôle qui est vraiment dédié au digital et au système d'information et qui guide vraiment toutes les politiques du digital dans les quatre Global Business Units. Et donc, ces quatre Global Business Units, elles représentent en fait les quatre, on va dire, quatre grands métiers au sein d'Engie. Donc, on va retrouver tout ce qui est renouvelable et tout ce qui est flexibilité euh, dans l'apport d'énergie. On a tout ce qui est réseau, tout ce qui est infrastructure des énergies locales, et puis tout ce qui est euh, euh, l'approvisionnement et le management de l'énergie. Et puis en parallèle de ça, on a aussi le nucléaire qui est un peu mis à part, puisque le nucléaire, c'est surtout Engie aujourd'hui est un acteur dans le secteur de l'énergie nucléaire, principalement en Belgique, avec une filiale qui s'appelle Electrabel et qui exploite évidemment plusieurs centrales nucléaires, avec notamment, je crois, c'est 7 réacteurs nucléaires. Et c'est évidemment des installations qui jouent un rôle essentiel puisque ça fournit, il me semble, environ un tiers, je crois, de la consommation totale d'électricité de la Belgique. Et ça contribue évidemment aussi à la réduction, des émissions de CO2. Pour ma part, moi, je me trouve dans la quatrième Global Business Unit qui s'appelle Supply Energy Management et dans une entité qui s'appelle GEMS. Euh, donc, je vais vous expliquer peut-être un petit peu les quatre activités et ce que fait GEMS ensuite. Alors, dans les quatre activités, vous avez d'abord la première, la GBU qu'on appelle renouvelable, enfin Renewable and Flex Power. Son but, en fait, c'est de fournir tout simplement des électrons verts et ce qu'on va appeler smart. Et on verra, j'expliquerai peut-être après ce que c'est que les smart grids notamment. Donc le but, c'est vous allez retrouver tout ce qui est production d'énergie renouvelable. Donc on va retrouver par exemple les éoliennes, onshore et offshore, donc sur terre ou en mer. Vous allez retrouver tout ce qui est solaire, tout ce qui est hydroélectricité. Vous allez retrouver aussi tout ce qui apporte de la flexibilité à nos systèmes de production, c'est-à-dire d'avoir des systèmes que l'on peut appeler quand on en a besoin. On va avoir des capacités, par exemple tout ce qui est des capacités de stockage. On va avoir des centrales à cycle combiné. Bon, ça c'est un petit peu technique, mais ce sont des centrales qui servent de moyen d'ajustement en fait dans des parcs de production. On en a notamment trois en France. Et puis on a aussi toutes les pompes de stockage qui nous permettent aussi de pouvoir s'ajuster au niveau de la production d'énergie. Donc ça, c'est une première business unit. La deuxième, c'est les réseaux, c'est-à-dire développer tout ce qui est réseau électrique et infrastructure gazière jusqu'aux molécules décarbonées, et puis d'essayer de favoriser aussi toutes
les nouvelles molécules comme le biométhane, l'hydrogène ou même les e-molécules qui sont souvent soit des produits chimiques ou des produits de synthèse. Ensuite, on a une troisième BU qui est ce qu'on appelle le Local Energy Infrastructure. Son but est assez simple, c'est d'assurer la décarbonation des industries et des villes. Et on va retrouver notamment des réseaux énergétiques locaux, des productions qui sont souvent sur site, et tout ce qui convient à la performance énergétique. Donc, comment être plus efficient et efficace sur le management de l'énergie, donc au sein, encore une fois, des industries et des villes. Et puis, donc, la dernière entité qui s'appelle donc Supply et Energy Management. Donc, c'est une entité qui sert en fait à optimiser l'exploitation des actifs du groupe et à fournir à tous les clients de l'énergie de manière fiable et durable. Voilà pour la présentation du groupe Engie. Je me permets de faire un petit focus du coup sur GEMS là où je travaille pour vous montrer un petit peu quelle est son activité bien spécifique. Donc GEMS, c'est pour Global Energy Management and Sales. Euh, donc c'est aujourd'hui une entité qui est, on va dire, par rapport aux autres, beaucoup plus internationale. Donc c'est une entité qui comporte un peu plus de 3800 employés pour GEMS. Et dans la Global Business Unit SEM, je crois que ça représente près de 15 000 employés. On parle une vingtaine de langages, il y a une quarantaine de nationalités et on est présent sur 17 pays. Aujourd'hui, on ouvre des bureaux dans le monde entier. Il y a, je sais plus, je crois que c'est il y a peut-être 2 ans, on a ouvert par exemple un bureau au Japon. On vient d'ouvrir il y a, je crois, ça date de quelques jours, un bureau en Inde. Donc aujourd'hui, GEM, c'est vraiment une entité qui est en pleine croissance et qui commence à proposer ses services vraiment partout dans le monde. Alors, qu'est-ce qu'on fait spécifiquement chez GEMS? Alors, on a donc deux activités principales. La première, c'est d'optimiser les actifs au sein d'Engie. Ça veut dire qu'on veut essayer de capitaliser sur la flexibilité de tous les actifs, notamment les actifs électriques, et aussi de ses clients pour créer en fait de nouvelles sources de valeur. On veut essayer de développer des stratégies de valorisation d'abord de notre portefeuille gazier, qui est flexible au sein d'Engie, afin d'optimiser en fait les performances économiques. Et puis on pilote aussi un portefeuille stratégique donc de gaz naturel liquéfié et de biomasse pour essayer de renforcer la position aussi d'Engie sur les marchés internationaux de l'énergie. Et puis on a une deuxième grosse activité qui est d'assurer la continuité et la fiabilité de l'approvisionnement énergétique de nos clients, d'essayer d'offrir des solutions avancées en gestion des risques adaptées aux besoins spécifiques de chaque client, et puis d'essayer de développer la vente de gaz et d'électricité décarbonée, avec en ce moment quelque chose, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, on parle beaucoup des PPA, donc des Power Purchase Agreements, qui sont des contrats longs d'électricité. C'est quelque chose qui se développe énormément aujourd'hui. Alors, si j'essaye un petit peu peut-être de résumer ce qu'on fait chez GEMS, alors le métier est assez complexe, mais pour essayer de vous l'expliquer euh, de manière simple, en fait, d'un côté, c'est finalement vous avez des actifs au sein d'Engie qui sont des actifs de production. Donc, vous allez retrouver évidemment tous les types d'énergie, que ce soit des énergies, le gaz, le nucléaire ou toutes les énergies dites renouvelables. Évidemment, toutes ces activités ont ce qu'on appelle on va dire un profil de production. Évidemment, vous ne produisez pas de manière linéaire pendant l'année. Il y a des périodes où vous produisez plus que d'autres. Et puis, de l'autre côté, bah, vous avez les clients, que ce soit des industriels ou les consommateurs finaux, qui, eux, évidemment, ont aussi une consommation, qui ont un profil de consommation qui est différent, bien évidemment, du profil de production côté NJ. Et quand vous réunissez les deux, vous vous retrouvez évidemment dans l'année, bah, soit vous êtes dans une situation où bah, on ne produit pas assez, et dans ce cas-là, qu'est-ce que l'on fait? Au sein d'Engie, on fait appel au marché. Et dans ce cas-là, on achète du coup de l'énergie face au marché. Et puis, on a évidemment, dans l'autre sens, ben, quelquefois, on a des capacités de production très fortes alors que la consommation, elle, baisse de l'autre côté. Ben, on fait tout simplement, on vend nos capacités de production sur le marché. Et donc, notre principale intervention, évidemment, d'intervenir en effet sur les marchés de l'énergie pour bah, répondre aux besoins de tous nos clients et puis de gérer les risques marchés qui sont inhérents, évidemment, quand on commence
à trader sur les marchés, bah forcément, vous avez des risques financiers qui peuvent être extrêmement importants. Euh, GEMS, du coup, est très souvent affiliée à enfin, elle est affiliée, pardon, à une convention bancaire. Donc, c'est-à-dire que vous allez retrouver une activité trading en banque est très similaire à l'activité trading sur des commodités sur les marchés de l'énergie. Donc, on a bah, des salles de marché, par exemple, au sein de GEMS. On a une activité de dispatch aussi pour toute la partie exploitation de l'énergie et pouvoir dispatcher l'énergie à nos clients quand ils en ont besoin. Voilà, donc c'est une activité vraiment très spécifique qui est un tout petit peu à part dans le groupe, puisque dans le groupe, on va surtout parler des infrastructures gazières ou des sociétés de services. Et là, on est vraiment sur une activité spécifique qui, encore une fois, ressemble beaucoup à une activité plus bancaire, puisque c'est une intervention directe sur les différents marchés. Voilà ce que je peux vous dire sur NJ et sur GEMS. Donc j'espère que C'est ça a une été forme de clair. trading de l'énergie. Tout à fait, exactement. D'accord. Je ne connaissais pas. Vous connaissez pas. Ah, bah voilà. Voilà, j'espère que j'ai été clair sur cette partie-là. Donc, je vous propose maintenant de revenir plus sur la partie billet, peut-être qui va vous intéresser principalement. Alors, comment je suis venu en effet à, à être business analyst, puisque comme je le disais un peu en introduction, moi j'ai vraiment une formation finance. J'ai débuté dans ma carrière dans le BTP d'abord, dans le groupe Coles, en tant que cadre de gestion. Et déjà, quand j'étais cadre de gestion, j'avais on va dire, une appétence pour l'informatique et les systèmes. Très souvent, pour ceux s'il y a des gens qui travaillent dans la finance ce soir, je pense que vous avez déjà tous vécu ça, des passages, des migrations d'un outil à un autre, de devoir gérer des référentiels clients, ou des référentiels fournisseurs, d'avoir des problématiques de facturation ou d'avoir des problématiques d'arrêté de compte, de provision, ce genre de choses. Voilà. Donc déjà à ce moment-là, quand j'ai commencé ma carrière, je travaillais déjà sur ce type de sujet. Et puis ensuite, un peu plus tard, j'ai rejoint, à l'époque, c'était le groupe Suez, qui deviendra ensuite Engie, avec la fusion de Gaz de France et de Suez. Et puis, j'ai évolué, moi, au sein des services, d'abord à l'énergie. Donc, ça correspond aujourd'hui, alors, c'était très différent à l'époque en termes d'organisation, mais ça correspondrait aujourd'hui à toute la partie infrastructure locale, donc toute la partie performance énergétique. Et j'ai travaillé au sein de la direction régionale Île-de-France à des positions différentes pendant 10 ans. J'ai commencé d'abord comme contrôleur de gestion. Évidemment, je m'occupais beaucoup des outils de reporting et les outils, euh, tout ce qui était comptable aussi. Euh, à travers ces outils-là, je travaillais beaucoup aussi avec l'informatique qui était au siège et qui développait les outils. Et on avait on va dire beaucoup d'interactions. Et j'avoue que c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Ensuite, j'ai eu l'occasion, à un moment donné, de pouvoir prendre un poste de responsable de gestion d'agence sur une petite unité qui faisait 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, ça m'a permis de toucher un petit peu aussi au management. Donc, c'était assez intéressant. Et puis ensuite, je suis revenu à la direction régionale et là, j'ai plutôt travaillé cette fois comme chargé de projet en fait au sein de la DAF. Donc toujours attaché au contrôle de gestion, mais cette fois, je travaille directement très souvent avec la directrice administrative financière à l'époque. Et on a beaucoup travaillé sur bah, la transformation puisqu'on venait de faire c'était au moment où il y avait la fusion Suez et Gaz de France. Donc, il y a eu beaucoup de transformations de la direction régionale et on a beaucoup travaillé sur notamment le terme de la performance au sein des différentes entités au sein des agences et des responsables financiers d'agences. Et puis, au bout de 10 ans, bah, je trouvais que j'avais fait un petit peu le tour au sein de la direction régionale et bah, j'ai décidé voilà, de prendre un autre poste au sein
au sein d'Engie. Et à l'époque, j'ai rejoint donc une autre organisation qui s'appelait donc GEM à l'époque et qui deviendra GEMS avec le sales qui se rajoute puisque en fait, on a fait tout simplement rajouter d'autres activités à GEM. Et j'ai rejoint GEM en tant qu'analyste transverse au sein du back-office. Alors, à l'époque, le back-office de GEM était organisé sous forme de CSP, donc de centre de services partagés. Et j'étais analyste transverse, c'est-à-dire que j'avais certaines missions opérationnelles qui étaient transverses à toutes les entités de GEM, et puis certaines activités qui étaient toujours aussi des activités liées aux outils, et avec la mise en place d'un nouvel outil pour la clôture, la facturation, et puis je reviens aussi à la gestion aussi de certains référentiels sur les outils comptables, et on travaille notamment chez GEM sur SAP. Ensuite, en 2019, en fait, il y a eu une réorganisation. Il avait été décidé au sein de GEM de casser en fait ce centre de services partagés pour remettre en fait chaque euh, enfin, on a cassé, oui, c'est ça. On a cassé le centre de services partagés pour remettre en fait les gestionnaires, notamment les gestionnaires de contrats, dans ce qu'on appelle des business platforms, donc dans chaque activité de GEM. Euh, et du coup, je me suis retrouvé moi en tant que ce qu'on appelait accounting officer. Donc en fait, je gardais finalement mes, euh, mes attributions d'analyse transverse, mais uniquement sur la business platform Gaz. Or, moi, ce qui m'intéressait, c'était plus d'être transverse et de travailler sur toutes les activités. Donc à ce moment-là, moi, je me suis mis un peu en mobilité. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, je travaillais du coup beaucoup avec l'IT. Et il se trouve que un jour, un des responsables IT trouvait que ce que je faisais était intéressant et que j'arrivais bien à travailler avec eux et à faire évoluer les choses. Et il m'a dit, tu es en mobilité, moi, je peux te proposer un poste de business analyst. Et c'est comme ça que j'ai un peu commencé le métier. Donc c'est un peu par hasard. Et donc il m'a présenté un petit peu ce qu'il attendait. En fait, finalement, c'est ce que je faisais au quotidien, c'est ce que j'allais faire en fait en tant que business analyst, mais en enlevant la partie opérationnelle et en ne gardant que la partie des systèmes. Donc voilà un peu comment je suis devenu business analyst et du coup je retrouvais aussi à travers les outils la dimension de travailler sur plusieurs business platforms et c'est ce qui m'intéressait aussi dans ce rôle de business analyst. Alors, donc j'ai atterri dans une équipe avec un team leader, donc qui est un responsable, des développeurs d'un côté et les business analysts de l'autre. Alors, quand je suis arrivé dans l'équipe, il y avait deux autres business analysts qui, entre-temps, sont partis et je me retrouve en fait actuellement seul business analyst au sein de l'équipe. Et avec, à l'époque, on était un peu plus de développeurs. Là, en ce moment, on est un peu moins. Donc, actuellement, on est à 10 développeurs, donc avec un responsable, un team leader et un business analyst senior, donc qui est moi-même. On doit gérer aujourd'hui 5 applications propriétaires, donc c'est-à-dire qu'on ne travaille pas avec des éditeurs, ce sont vraiment des applications qui ont été construites en interne. On travaille donc, je les ai citées un peu comme ça pour expliquer ce qu'on fait. On travaille avec une application qui s'appelle IVDB qui en fait récupère des valorisations de nos deals, donc des trades en fait qu'on fait au quotidien dans une base unique et la mettre à disposition des équipes finance. On a une deuxième application qui s'appelle FinOps Suite qui en fait permet de récupérer ces valorisations d'IVDB et d'enrichir, donc avec notamment des moteurs de règles et de permettre aux équipes finances de rajouter l'information nécessaire qui leur permet soit de faire de l'analyse, soit de faire aussi la partie de clôture comptable ou de préparer les éléments pour la facturation. Et puis, c'est aussi un outil qui sert à beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'on essaye de capter un petit peu tous les besoins qu'il peut y avoir à travers toutes les équipes finance et essayer de les mettre dans un seul outil commun et leur permettre aussi de les partager. Et quelquefois, une idée qui peut être prise à un endroit peut être intéressante peut-être à reproduire ailleurs et d'essayer de partager au maximum cette information. Donc, on va retrouver des choses classiques dans cette application, c'est-à-dire des reports, des workflows de fiches navettes. On va trouver
des passerelles comptables, par exemple, qui leur permettent de faire la réconciliation entre le passage économique éco-compta. Et puis, on a une troisième application. Bon, celle-là, je connais un peu moins parce que je travaille moins dessus, mais une application Lego qui gère notamment des jobs qui permettent de faire des interfaces avec des applications et notamment les interfaces de paiement. Et puis, on a deux autres applications qui sont des gestions des appels de marge qui sont sur les produits listés et les produits OTC, donc sur d'autres types de produits un peu différents. Mais on travaille notamment avec les banques, par exemple, pour faire la réconciliation, pour savoir si les appels de marge que font les banques sont corrects et on vérifie ça avec nos propres données en interne. Voilà, c'est un peu les cinq applications sur lesquelles on travaille aujourd'hui. Alors peut-être en retour d'expérience sur mes débuts de business analyst. Alors comme je disais, hein, moi je viens d'un parcours très financier et très, j'ai envie de dire, presque classique. Donc évidemment, quand on arrive en tant que business analyst dans une équipe IT, ben, on arrive dans un environnement nouveau, donc avec du vocabulaire nouveau, avec des manières de travailler différentes. Donc là, on entend d'un seul coup des mots comme on parle de release, de branche, de PBI, on parle d'application, on parle d'Azure, on parle de AWS, on parle de langage, du SQL, du Python, du C Sharp, on vous parle de spécifications, enfin bref, on vous parle aujourd'hui de beaucoup de choses que vous ne connaissez pas. Donc, bah, faut essayer quand même voilà, de comprendre petit à petit à tout ce à quoi ça correspond et essayer de naviguer à travers tout ça. Donc, c'est un peu difficile au départ bah, de trouver forcément sa place parce que vous venez dans un environnement que vous connaissez pas. Après, moi, ce que j'ai essayé de faire en arrivant, c'était ben, d'essayer d'abord de capitaliser sur mes compétences que j'avais acquises en termes en sein du contrôle de gestion et en gestion de projet. C'est-à-dire d'essayer d'écouter, d'observer, d'être curieux, de surtout de pas hésiter à poser des questions, à savoir aussi dire quelquefois je ne sais pas et comprendre. Et à travers ça, au tout début, en fait, j'ai eu la chance qu'on m'ait laissé en tout cas beaucoup d'initiatives. Et donc, ce que j'ai fait, moi, j'ai proposé deux choses. La première, ça a été d'aller en fait sonder chacune des équipes qui utilisent l'application FinOps Suite, parce qu'à l'époque, IVDB, par exemple, n'existait pas encore. Mais l'application FinOps Suite, c'était vraiment la première application qui était vraiment commune à toutes les business platforms. Et le but, c'était de... Et là, reprenais aussi mon aspect métier lorsque j'étais analyste transverse. C'était de me dire, ben, côté métier, je sais que quelquefois, quand on met en place certains outils, des fois, on est un peu dans la gestion de projet, et puis on arrive à un résultat, et le résultat, il est comment dire, suffisant et ça répond à un besoin, mais quelquefois, il reste des petits développements qui permettraient que ce soit meilleur. Et en effet, j'ai essayé de capter en fait tous ces petits besoins complémentaires que l'on pourrait faire, des sortes de quick wins et qui permettraient de dire, de passer d'une application, elle est bien, mais il manque juste deux, trois trucs, à rajouter ces deux, trois trucs qui manquent pour faire que l'application, bah oui, là, c'est vraiment ce qu'on voulait et ça correspond vraiment à notre besoin. Donc, mon but, en fait, pourquoi j'ai voulu faire ça, mon but, c'était de savoir quels étaient les utilisateurs, en fait, de l'application. Ça m'a permis, en fait, de pouvoir discuter aussi avec les utilisateurs, voir quel était leur degré, de compréhension de l'outil et comment ils travaillaient avec l'outil. Donc c'était une première manière d'avoir des échanges pardon, avec nos utilisateurs. Donc ça permet aussi moi de me présenter comme je venais d'arriver. Et puis il y a, la deuxième chose que j'ai voulu faire, c'est de proposer quelque chose que j'aurais voulu avoir en étant de l'autre côté, en étant dans le métier. Et notamment, l'une des choses qui me plaisait bien, c'était notamment de mettre en place un moteur de règles, ce qu'on appelait un rule engine. Pourquoi mettre en place un moteur de règles? Tout simplement parce que l'application FinOps Suite, c'était une application qui au départ était sur une business platform et puis qui petit à petit a commencé à prendre de l'ampleur et a commencé à s'étendre sur plusieurs business platforms. Et quand elle s'est étendue, ben forcément, chaque business platform a ses propres besoins, ses propres règles, ses propres manières de fonctionner.
et on avait tendance à prendre tous ces besoins et à mettre tout ça en dur dans le code. Le problème, c'est qu'à un moment donné, à force de mettre tout ça en dur dans le code, ben, on ne voyait plus en fait ce qu'il y avait comme règle et ça devenait de plus en plus compliqué à gérer. Et le but du jeu, c'était de sortir en fait tout ce qui était hard-codé et de le mettre dans des rule engines et le mettre à disposition en fait des utilisateurs pour qu'ils puissent eux-mêmes gérer en fait toutes ces règles. Et ça, c'était quelque chose où j'avais déjà discuté avant avec beaucoup d'utilisateurs et c'est ce qui, je sais que c'était une attente en tous les cas. Et voilà comment en fait j'ai commencé mes premiers, on va dire, mes premiers développements au sein de cette entité. Donc évidemment, j'ai appris au fil du temps, hein, notamment à savoir bah, écrire des spécifications fonctionnelles. J'ai appris à utiliser par exemple le langage SQL pour pouvoir requêter des bases de données. Évidemment, on apprend à ce moment-là à savoir ce que c'est qu'un backlog, à essayer de le gérer, de savoir le prioriser, d'essayer aussi de développer la relation avec les développeurs pour savoir bah, comment ils travaillent et, euh, et essayer de voir bah, comment est-ce que, en fonction de la manière dont ils travaillent, de leur apporter les bonnes réponses et d'apporter aussi la bonne matière pour qu'ils puissent développer dans les meilleures conditions. Euh, donc voilà, c'est vraiment un apprentissage qui se fait un peu au fur et à mesure. Ce qui est difficile aujourd'hui, c'est que vous avez vu, c'est que je suis le seul billet au sein de cette équipe et que je peux pas intervenir sur tous les sujets. Quelquefois, on aimerait, mais donc en général, j'interviens surtout sur les sujets les plus importants et en tout cas qui sont jugés les plus importants par mon team leader. Et donc c'est lui qui attribue en fait au fur et à mesure les missions. Euh, et à travers ça, du coup, on apprend bah, beaucoup de choses sur la notion de valeur et surtout aussi comment challenger les demandes, s'assurer que toutes les demandes sont déjà de les prendre en compte, toutes les demandes, de s'assurer que systématiquement ces demandes, ben, elles permettent en effet d'apporter quelque chose et de savoir aussi ben, comment derrière on arrive à prioriser et se dire qu'est-ce qui est par rapport à deux items qui sont à traiter, lequel apporterait plus de valeur par rapport à une autre. Et puis on apprend aussi que tout ce qu'on ne voit pas en fait quand on est côté métier, parce que très souvent il y a peut-être de la frustration côté métier quand le métier nous donne nous fait une demande et comprend pas toujours pourquoi est-ce qu'on peut pas le faire tout de suite, pourquoi est-ce que ça prend autant de temps, pourquoi voilà toutes ces questions qui font que quelquefois ça peut créer un peu de frustration. Et en fait, quand on est côté IT, ben, on commence en fait à comprendre en fait tout ça. Et on se dit qu'en fait, il y a toute une partie que l'on ne voit pas sur ben, la maintenance des applications, sur la gestion des versions, sur les dépendances qu'on peut avoir avec les autres applications, qui fait que ben, ça demande quelquefois à modifier nos propres applications. Et on essaye de faire en sorte que ce soit transparent pour les utilisateurs. Mais le fait de le rendre transparent fait aussi que bah, quelquefois, ils comprennent pas qu'il y a certains sujets qui doivent du coup bah, passer devant les autres. Voilà un peu mon ressenti à moi en tant que business analyst et comment j'ai abordé mes débuts en tant que billet. Euh, alors comment on travaille aujourd'hui au sein de l'équipe? Moi, je considère que j'ai un peu trois facettes en fait dans mon métier. Il y a une première facette qui est un peu le support aux applications. Donc, ben, j'ai un problème et il faut le résoudre. Amène pas forcément un développement, mais c'est plus, j'avais un deal, par exemple, quand je fais une sortie d'une valorisation, je retrouve pas mon deal. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Est-ce que j'ai fait la bonne interrogation? Est-ce que j'ai fait la bonne requête, de la bonne manière ou pas? Donc, il y a ce premier niveau de support. Il y a une deuxième facette du métier qui est, je dirais, une facette un peu plus classique, presque du billet, qui sont les demandes métiers. J'ai besoin de développer quelque chose parce que j'ai une demande particulière à faire et j'ai besoin voilà, d'avoir. Et ce qui est intéressant chez nous, c'est comme ce sont des applications propriétaires, on est assez libre pour pouvoir développer ce que l'on souhaite. Donc, dès qu'il y a des nouvelles demandes comme ça, c'est assez intéressant pour nous parce qu'on crée un peu
from scratch des applications en direct et utilisables par le métier et qui leur servent tout de suite. Donc ça, j'ai envie de dire, donc on passe par la demande, on va passer par toute la partie spécification, toute la partie où évidemment on va discuter beaucoup avec le métier, puis ensuite toute la partie développement, la partie test, et puis la partie mise en production ensuite derrière et suivi. Et puis on a une troisième facette du métier qui est bah, la participation pardon, au projet d'entreprise, c'est-à-dire que aujourd'hui, il peut y avoir des projets qui sont gérés à niveau plus haut et il se trouve que nos applications ben, peuvent faire partie un peu du chemin critique du projet et forcément on est sollicité dans le cadre de ces projets-là à participer à des projets d'entreprise. Notamment, par exemple, donner un exemple là-dessus, euh, on a un outil de trading qui aujourd'hui on passe d'un outil de trading à un autre, donc on a toutes les problématiques de migration. Et forcément, ces problématiques de migration font que le nouvel outil propose des modélisations de deals qui sont très différents. Et dans ce cadre-là, ça amène des résultats différents dans nos outils quand on les récupère. Donc, il faut s'assurer que dans toute la chaîne, ce qu'on appelle souvent le front to back, donc c'est-à-dire qu'on part de la partie front qui est, on va dire, toute la partie trading des deals, et puis on va aller jusqu'à la facturation de ces deals, donc en passant plusieurs étapes intermédiaires et à travers plusieurs outils. Voilà, c'est un exemple de participation à des projets d'entreprise. Euh, Au sein de d'Engie, il est prôné l'agilité. Donc on travaille principalement en mode agile. Il y a vraiment une volonté de l'entreprise aujourd'hui de former un maximum de collaborateurs. Et comme le disait un peu Thibaut tout à l'heure, l'agilité, quand on travaille en tant que business analyst, le business analyst, il n'est pas que IT, il peut exister partout et au sein de l'entreprise. Et c'est pour ça que l'agilité, moi j'ai déjà vu que dans beaucoup d'entreprises, c'est souvent abordé dans le cadre de l'informatique, ce qui n'est pas le cas d'Engie qui forme en fait un maximum de collaborateurs. Et par exemple, moi, je me suis déjà retrouvé dans des formations où bah, vous travaillez aussi bien avec des gens RH, des gens du commerce, des gens qui viennent du support informatique. Alors, ça reste l'informatique, mais plus la partie support. Euh, des gens qui étaient, je crois, des assistants. Ouais, c'est ça, c'est des assistants de directeurs aussi. Donc, ce qui était intéressant, c'est qu'on peut aussi, à travers ces formations-là sur l'agilité, ben, pouvoir converser avec tout le monde. Et en tout cas, c'est vraiment le modèle qui est prôné au sein du groupe. Alors, pour nous, la manière dont ça s'articule dans l'équipe, alors, on se rapproche beaucoup de la méthodologie, enfin, du cadre Scrum, sans complètement l'appliquer, très clairement. Donc, on va avoir notamment, comment on travaille avec des daily meetings. Donc, tous les matins, les développeurs font un petit peu le point bah, sur tout ce qui a été fait la veille et ce sur quoi ils vont travailler par la suite. Alors, comme je suis le seul business analyst, je participe aussi à ces daily meetings. Je partage aussi parce que, comme je disais, comme je ne prends pas toutes les missions, ça veut dire qu'il y a certaines missions qui sont assurées directement par les développeurs et quelquefois, bah, ils peuvent avoir certaines questions qui sont pas liées au développement en lui-même. Et donc, ça me permet, moi aussi, simplement de leur apporter un peu mon aide à ce niveau-là. Euh, donc, on gère du coup un backlog. Et alors, aujourd'hui, ce backlog, nous, on le gère aujourd'hui un peu par Excel, mais parce qu'on a essayé différentes solutions et on en est revenu par le gérer par Excel, même si on utilise un outil notamment pour tout ce qui est gestion des releases, gestion des items de product backlog qui est Azure DevOps. Euh, donc dans cet outil-là, normalement, c'est ce qui vous permet de gérer aussi votre backlog. Le problème de cet outil très souvent, c'est que quand vous commencez à avoir un backlog très étoffé, si vous voulez avoir une vue d'ensemble, bah, c'est assez complexe parce que vous travaillez avec un Kanban notamment, et bon, ça devient complètement illisible au bout d'un moment, donc on préfère travailler notre backlog par Excel.
On a des applications aujourd'hui, les développeurs travaillent principalement avec du C Sharp. On utilise des bases de données de type Mongo ou des bases SQL. On utilise aussi AWS, donc la partie Amazon, pour stocker et mettre à disposition de plus en plus de données, notamment pour principalement aussi des raisons de performance et pour aussi rassembler le maximum de données pour en faire des grosses bases de données qui vont nous permettre après de pouvoir attaquer n'importe quel type de données à n'importe quel endroit. Donc c'est un peu le but. On utilise pas mal Copilot de Microsoft. Alors c'est principalement dans notre équipe, en tout cas utilisé par les développeurs, notamment avec Visual Studio, pardon. Notamment les développeurs l'utilisent surtout pour faire ce qu'on appelle des tests de non-régression. Donc ils automatisent les tests de non-régression dans leur code. Ils font donc des tests, ce qu'on appelle les tests unitaires côté développeur. On peut aussi utiliser Copilot directement sur Microsoft Edge, donc dans les navigateurs. Donc on peut faire des intégrations. Donc c'est de l'IA notamment générative, hein. On peut poser pas mal de questions. Et d'ailleurs, l'IA, c'est ce qui est de plus en plus utilisé. Donc on en parle évidemment beaucoup dans le groupe. Dans notre équipe, on a participé, je crois, simplement à un seul test sur de l'IA en fournissant des données, mais pour l'instant, on n'a pas encore vraiment commencé. Mais on sent qu'en tout cas, au sein d'Engie, il y a beaucoup d'initiatives partout dans le groupe sur l'IA. Et vous avez vu tout à l'heure que dans l'organisation, hein, vous avez une organisation digitale, et cette organisation-là, c'est elle qui pousse en tout cas toutes les activités au sein d'Engie à expérimenter l'IA pour voir aujourd'hui comment ça peut prendre la place et comment ça peut nous aider dans notre travail au quotidien. Donc voilà un peu les méthodologies et les outils que l'on utilise. Alors maintenant, les enjeux et les perspectives dans le secteur de l'énergie. Alors, je vais parler là de quatre enjeux au sein d'Engie. Euh, je vous en ai déjà un peu parlé tout à l'heure. Le premier enjeu, évidemment, c'est la transition énergétique, le développement durable, hein. Le but aujourd'hui, bah, je pense que vous l'avez maintenant compris, c'est d'intégrer un maximum d'énergie renouvelable, hein, tout ce qui est solaire, donc éolien, hydrogène, etc. Donc pour réduire évidemment l'empreinte carbone, être conforme à tout ce qui est réglementation environnementale et puis d'essayer de suivre et optimiser toutes les politiques type responsabilité sociétale, par exemple, de l'entreprise, ou tous les principes de gouvernance euh, sur l'environnement. Donc ça, c'est le premier enjeu aujourd'hui, la transition énergétique, développement durable. Ça, je pense qu'on a bien compris. Le deuxième enjeu, il va être sur la digitalisation et la transformation du système. Notamment, pour ça, on va essayer en fait, de moderniser d'abord les, euh, les infrastructures avec ce qu'on appelle donc les smart grids. J'en avais un tout petit peu parlé tout à l'heure. C'est ce qu'on appelle aussi les réseaux intelligents ou alors ce qu'on appelle les smart grids ou réseaux d'énergie intelligents en français. Donc ça désigne en fait un réseau d'énergie qui intègre des technologies de l'information et de la communication. C'est-à-dire qu'on essaye de collecter des informations sur l'état du réseau et en fait ces smart grids en fait contribuent à essayer d'avoir une adéquation entre la production, la distribution et la consommation d'énergie pour essayer d'améliorer en fait l'exploitation des infrastructures. Ça peut aussi permettre le développement des nouveaux usages comme tout simplement la recharge de véhicules électriques, le stockage de l'électricité par exemple, ou encore ce qu'on peut appeler l'autoconsommation. Et puis donc il y a une partie vraiment importante sur l'analyse des données énergétiques pour essayer d'améliorer l'efficacité et puis d'essayer d'anticiper la demande. Il y a un troisième point dans la digitalisation aussi, c'est d'essayer d'automatiser bien sûr tous les processus et puis d'adopter toutes les nouvelles technologies qui peuvent se présenter. On a tout ce qui est l'IoT, donc tout ce qui est l'Internet des objets, l'IA, tout le big data. Donc j'en cite trois, mais il y en a d'autres. Donc le but du jeu, c'est d'essayer en tout cas,
de prendre le meilleur de toutes ces nouvelles technologies et de voir comment elles peuvent s'implémenter au sein d'Engie et comment elles peuvent aider à améliorer en tout cas nos outils pour être en tout cas plus efficaces et plus efficients. Il y a un troisième enjeu qui est l'optimisation des coûts et de la performance. Ça veut dire améliorer des modèles, par exemple, de tarification et de prévision de la consommation. Ça va être identifier toutes les opportunités de réduction des coûts et d'amélioration de la rentabilité. Et puis, il y a aussi le troisième, la gestion des risques. Donc ça, notamment, c'est la partie de GEMS, qui est liée à la volatilité des prix d'énergie. Donc ça, c'est voilà, un autre enjeu, donc l'optimisation des coûts et de la performance. Et le quatrième enjeu, ben évidemment, aujourd'hui, on est dans un contexte réglementaire qui bouge très rapidement, avec souvent des normes européennes qui bougent. On a les différentes lois sur la transition énergétique, souvent qui, au fil des politiques, peuvent changer euh, d'année sur l'autre. Et puis, on a toute la partie sécurisation aussi des infrastructures énergétiques contre les cybermenaces, donc qui sont de plus en plus grandissantes, et notamment aussi dans le contexte actuel. Donc voilà, j'ai essayé de vous sortir un peu les quatre enjeux principaux dans le secteur de l'énergie. Donc si maintenant j'essaie de faire le lien avec les perspectives du métier de billet et ces enjeux, ce qu'on peut commencer à voir, c'est qu'il y a une demande croissante pour des business analysts qui soient spécialisés dans l'énergie, c'est-à-dire des experts qui peuvent analyser des tendances, qui peuvent optimiser des stratégies, donc ça peut être des stratégies tarifaires, des stratégies de consommation, des stratégies sur la performance énergétique. Donc, comme on disait, hein, le business analyst, c'est pas forcément IT, il peut tout à fait être un business analyst au sein du métier. On peut avoir aussi des perspectives en termes d'évolution vers des postes très stratégiques quand on est business analyst, c'est-à-dire d'essayer d'évoluer vers certains rôles, comme des rôles d'analyste en gestion de risque, des rôles de chef de projet IT. On peut prendre des team leads de certaines équipes, par exemple. Ça peut être intéressant et ça peut être une évolution. On voit aussi qu'on a l'émergence de nouveaux métiers face à tous les enjeux qu'on a par rapport à la transition énergétique. Donc, on a des billets qui peuvent être spécialisés, par exemple dans le trading de l'énergie, dans les énergies renouvelables, ou tout ce qui est cybersécurité des infrastructures. Et puis, comme on est aujourd'hui un groupe ouvert et surtout présent dans beaucoup de pays, forcément, vous avez des opportunités à l'international. J'ai envie de dire un peu comme dans tous les grands groupes. Donc des grands acteurs de l'énergie, hein, il y a Engie, mais il n'y a pas que Engie, évidemment. Vous avez Total Energy, vous pouvez avoir EDF, vous avez Shell, vous avez voilà, les grands acteurs cherchent toujours des profils qui sont capables d'opérer à l'échelle mondiale. Voilà ce que je peux vous dire en tout cas sur les perspectives qu'il y a par rapport aux enjeux aujourd'hui dans le secteur de l'énergie. Euh, je voulais vous faire un dernier point peut-être sur la certification. Euh, donc, dans mon parcours, donc j'ai pu avoir l'opportunité, on a de la chance au sein du groupe NJ de pouvoir se former assez régulièrement. Donc, chaque année, on peut avoir droit à une formation. Et moi, j'avais commencé, vous avez vu dans mon parcours, à faire d'abord du management de projet. Donc, j'avais fait notamment une certification avec la Centrale Paris. Et puis, quand en fait, je suis arrivé en tant que billet au sein de l'équipe, euh, donc j'avais commencé pendant un an à essayer voilà, de découvrir le métier. Et puis, un peu plus d'un an après, je me suis dit, bah, ce serait bien aussi de commencer à voir ce qu'il existe sur le marché en termes de formation pour commencer en plus à asseoir en fait mon poste et ce que je pouvais apprendre, peut-être de nouveau et que je ne connaissais pas. J'ai commencé moi notamment à découvrir le site bestofbusinessanalyst.fr qui notamment proposait voilà, des premières formations, et notamment il y en a une qui était intéressante, qui était devenue un business analyst en SI, donc ça correspondait exactement à ce que moi je vivais. Donc ça m'a permis comme ça de commencer à apprendre beaucoup de points importants sur la business analyse. Et à travers ça aussi, c'est comme ça que j'ai découvert qu'il existait l'IBA.
et donc la certification ECBA. Et je fais juste un petit aparté par rapport à ça et par rapport aux organismes de formation, où moi, par exemple, en 2023, j'avais tenté déjà de passer le CBA avec un organisme, peu importe lequel, mais simplement, malheureusement, dans l'organisme, la manière dont était traité comment dire, la manière d'aborder la certification et le BABOC notamment, était pas très bonne, c'est-à-dire il y avait en fait pas beaucoup de relations avec le BABOC en direct. Il y avait très peu d'exercices et très peu euh, notamment de passage pardon, ah, j'ai oublié le nom, des questionnaires en fait qui vous permettent en fait de vous tester sur les types de questions qu'on pouvait vous poser à la certification. Et, euh, et donc j'avais eu cette expérience qui n'avait pas été très bonne. Donc, je dirais qu'il faut faire surtout très attention à l'organisme de formation que vous choisissez. Si vous voulez notamment faire le CBA, mais j'ai envie de dire que c'est pareil aussi pour toutes les autres formations de l'IBA. Faites très attention à prendre voilà, des organismes en tout cas qui sauront bien vous coacher, qui feront bien le lien avec le BABOC notamment, et qui sauront bien aussi vous entraîner à faire surtout parce que voilà, il y a quand même un gros travail hein, sur le CBA. Mine de rien, il n'est pas si évident que ça à faire et à passer. Si vous n'êtes pas bien accompagné, ben voilà, c'est pas toujours évident. Et c'est pour ça que moi, quand je l'ai passé, ben ça c'était pas toujours, ça c'était pas, enfin la formation je l'ai faite, mais je me suis pas sauté en confiance. J'ai quand même passé une première fois le CBA parce que ça me permet, je me suis dit autant le passer et de voir comment la certification se passe, comment se passe l'examen. Évidemment, je l'ai raté la première fois parce que pas suffisamment correctement formé. Et donc, j'ai fait appel, moi, du coup, la deuxième fois parce que voilà, je tenais absolument à réussir cette certification. Et c'est là où j'ai fait appel notamment à un autre organisme qui est BPMS et qui m'a permis, qui fait partie donc des partenaires de l'IBA et qui m'ont permis voilà, où là j'avais vraiment une formation qui était bien meilleure, qui m'a vraiment, avec vraiment des exercices et avec un accompagnement tout au long de la formation. Et c'est voilà, ce qui m'a permis de passer la certification de l'ECBA et de le réussir bah, voilà, dès le premier coup, j'ai envie de dire. Euh, et je crois d'ailleurs, Thibaut, ça fait même moins d'un an, je crois. C'était il y a que 6 mois, je crois. Donc c'est encore assez récent, En août il me semble, hein. 2024. Ouais, bah, c'est ça, c'est à peu près. Ouais, Ouais. 7-8 mois, quoi. Euh, Alors pourquoi je voulais aussi passer cette certification? La première, bah, c'était d'une part d'avoir une certaine reconnaissance professionnelle, c'est-à-dire que d'avoir une certification qui soit reconnue bah, mondialement, qui atteste aussi de la compréhension et puis des principes fondamentaux de l'analyse métier, avec notamment toute la partie donc BABOC voilà, qui est dense, qui est fournie, qui est vraiment très complète. De pouvoir acquérir aussi des connaissances structurées, c'est-à-dire d'apprendre bah, des concepts clés d'analyse métier, mais y compris aussi des techniques, d'acquérir aussi des compétences et puis de connaître un peu toutes les meilleures pratiques qui sont définies par l'IBA. Euh, alors, en termes aussi de fait de pouvoir se différencier sur le marché du travail, par exemple, chez Engie, moi, j'ai essayé de sonder un peu les business analysts que je connaissais. J'en ai pas trouvé qui étaient certifiés, par exemple. Et certains même ne connaissaient pas du tout la certification ou l'IBA. Et c'est vrai que moi, je reste persuadé que, alors, moi, je suis déjà en place voilà, au sein de l'entreprise, mais je suis sûr que quelqu'un qui veut peut-être évoluer et quelqu'un qui veut avoir en tant que business analyst débutant, qui veut arriver sur le marché du travail, je reste persuadé que l'IBA et avoir une certification de l'IBA, c'est vraiment une différenciation importante. Et puis, il y a le fait aussi d'avoir accès à une communauté internationale.
Et donc, si vous avez la chance de pouvoir aussi parler anglais, vous allez voir qu'il existe beaucoup de chapitres dans le monde entier. C'est ça qui est intéressant. Et du coup, il y a beaucoup de... Si vous alliez, par exemple, juste sur LinkedIn, hein, je prends cet exemple-là, vous allez voir, il y a beaucoup d'articles, il y a beaucoup de posts qui sont faits et sur lesquels on apprend plein de choses avec des billets à travers le monde, que ce soit des fois en Australie, aux États-Unis, en Afrique, j'ai vu ça récemment, ou dans les pays de l'Est, on trouve vraiment beaucoup de matière. On a sur le site internet de libéa.org et en fait, quand vous êtes adhérent, vous avez accès à plein de matériaux, de ressources, etc. Là, par exemple, prochainement, on va intervenir en Suisse, dans la Côte de BA, avec IBA France, IBA Genève, sur la grille de maturité de la business analyse dans les entreprises. Voilà, un truc, il faut être adhérent pour le trouver. Et ben voilà, j'arrive à la fin. J'espère que, en tout cas, voilà, ça a été intéressant pour vous. Et puis, si vous avez des questions, Thibaut, je te laisse du coup peut-être la parole là-dessus. Alors, merci à toi. Alors, j'ai eu des questions, je suis en train de revenir dessus. Tac, tac, tac. Alors, 2 petites secondes. Hop. Alors, beaucoup de gens te remercient déjà, hein. Sur les questions, est-ce que c'est toi qui assures le rôle de product owner en tant que seul BA dans l'équipe, vu que c'est toi qui as la charge de recueillir les besoins métiers et les traduire en user story et les enrichir et enrichir le backlog produit? Alors non. Alors on a une organisation qui est un peu spécifique à NJ. L'organisation est la suivante. En fait, l'entité dans laquelle je travaille, qui est l'entité IT, s'appelle l'entité notamment, elle s'appelle l'entité IT FinOps. FinOps pour finance opérationnelle. En fait, c'est une entité où on travaille en fait en mode miroir avec le métier, qui ont des équipes finance qui travaillent aussi dans les équipes FinOps. Et en fait, ce qui a été fait, c'est qu'ils ont une personne qui s'occupe un peu des projets transverses pour FinOps côté métier. Et c'est cette personne-là, en fait, en fait, ils sont une équipe. Et dans leur équipe, chacun est product owner de l'un de nos produits. Donc, ce sont eux qui sont product owners. Alors, en fait, ce qu'ils ont tendance à faire, eux, c'est à délimiter en fait, les grandes orientations. Par contre, dès qu'on arrive un peu plus dans le détail, ils nous le laissent libre pour travailler dessus à partir du moment, évidemment, où on traite leur propre sujet. Donc c'est plutôt comme ça que ça s'articule. Alors, j'ai d'autres questions. Qu'est-ce qui a été pour toi vraiment la grande difficulté dans tes débuts en tant que BA? Vraiment ce qui t'a marqué, ce qui te marque encore aujourd'hui, peut-être. Euh, alors, ce qui m'a marqué en fait déjà au tout départ, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, hein, c'est quand vous venez d'un monde qui est complètement différent, vous vous sentez un petit peu perdu au départ. Forcément, vous avez tout ce vocabulaire déjà que vous connaissez pas, vous avez des manières de travailler. Moi, quand je suis arrivé, là, par exemple, toute la partie agilité, je la connaissais pas. Euh, et c'est vrai que ça, les premières fois, ça peut surprendre. Et c'est pas notre manière de travailler. On a aussi le fait que quand j'étais côté finance, j'avais évidemment un côté je suis dans la production de reports, dans la production d'analyse, voilà. Moi, quand je suis arrivé en tant que business analyst, on a un peu moins ce côté production, j'ai envie de dire, mais production, je veux dire métier, où là, on est plus dans l'analyse, dans la rédaction des spécifications, ce qui est très différent forcément du métier, puisque c'est pas la même chose, c'est pas la même manière d'aborder les sujets. C'est surtout ça, moi, que je retiens. Et ça va un peu dans la continuité, hein, de tes débuts. Par rapport à ton vécu, ce que tu avais fait avant, quelles ont été les compétences que tu as pu acquérir, développer précédemment, qui t'ont vachement aidé dans ta prise de poste de BA? C'est ce que je disais, c'est surtout mes compétences en contrôle de gestion. Donc, en fait, ce qui est intéressant en contrôle de gestion, c'est que vous parlez à tout le monde.
En fait, quand vous êtes contrôleur de gestion, enfin moi en tout cas, j'ai eu peut-être cette chance-là, mais il se trouve que j'étais dans une direction régionale avec des agences. Et moi, j'avais l'occasion de parler aussi bien à des techniciens qu'à des responsables financiers, qu'à des directeurs d'agence, qu'à des directeurs de département du siège régional, parce que on a besoin de travailler avec toutes ces personnes-là, soit pour aller recueillir de l'information, soit pour leur présenter des informations. Et, euh, et du coup, ça demande d'avoir de l'ouverture, de la curiosité, comme je disais, de pouvoir poser des questions, de pas hésiter à chercher de l'information. Et forcément, ça, dans le métier de business analyst, ça va forcément vous servir en fait, si vous avez déjà toutes ces qualités-là. Alors, il y a 2 questions qui sont à peu près similaires, je crois, donc qui viennent d'arriver, hein. Mhm. Justement, je la vois et puis j'avais la suivante. Alors, hormis la reconnaissance des pairs et l'acquisition des connaissances et méthodologiques, est-ce que la certification BA a un impact sur ta rémunération? Alors non, pas du tout, elle a pas la même tu peux répondre déjà celle-ci. Alors, un impact direct sur ma rémunération, vu que j'étais déjà en place, très sincèrement, non, pas directement. Après, ça me sert moi plutôt à mon quotidien pour essayer voilà, de développer mes compétences en tant que billet. Et donc celle que je croyais qui était à peu près similaire, puisqu'elle commençait à peu près pareil, est-ce que quand tu es arrivé dans ta prise de poste de BA, tu t'es senti légitime? Et est-ce que les personnes avec qui tu travaillais te considéraient comme légitime également? Et comment en fait tu as réussi à enfin devenir, enfin, à gagner la confiance d'une certaine manière, parce que alors moi, ce que j'interprète, hein, la question, dans le monde IT est assez particulier, les développeurs, Mhm. hein, très souvent, les développeurs, ils voient le métier comme des extraterrestres. Toi, tu viens du métier, donc comment ça a été vécu? Euh, Ah, je peux donner une anecdote là-dessus. Tiens, je peux donner une anecdote. Avant que j'arrive dans l'équipe, je travaillais avec déjà une autre équipe IT qui s'occupait notamment d'un logiciel sur la partie facturation ou et sur la partie closing. Et donc, je travaillais avec un des billets. Et c'est le billet d'ailleurs qui me raconte ça encore il n'y a pas si longtemps. Il me disait, oh là là, la première fois, comme je savais que tu allais arriver, on m'a dit, voilà, faut travailler avec Laurent. Oh là là, faut faire attention à ce que je dis, faut faire attention à comment je le dis. Il faut faire attention parce qu'il vient du métier, donc il connaît bien le métier. Et donc, bizarrement, il y avait cette image-là où parce qu'on vient du métier, du coup, on est considéré comme, voilà, comme étant des sachants, en fait, quand on arrive. Et à partir du moment où on est des sachants, forcément, il y a une certaine légitimité, en fait. Donc, c'est vrai que c'est plus facile quand on fait ce chemin-là de venir du métier en face dans la partie IT, tout simplement. Puis finalement, il m'a dit, bah bon, finalement, on est quelqu'un comme un autre, hein, une personne comme une autre, on n'a rien il n'y a rien de différent. Mais c'était assez drôle l'échange qu'on avait pu avoir à propos de ça. Est-ce que tu as des ressources que tu as toi-même utilisées, que tu recommanderais, des livres, d'autres éléments un peu assez accessibles? Alors, j'en ai parlé un peu tout à l'heure. Moi, j'ai beaucoup utilisé au début le site bestofbusinessanalysis.fr, j'avoue, parce qu'il y a beaucoup de vidéos, il y a beaucoup de termes qui sont abordés. Bon, après, il y a des formations aussi qui existent, mais il y a beaucoup de contenu. C'est, je trouve, très bien fait et c'est très accessible. Donc, moi, même encore aujourd'hui, hein, je vais souvent voir ce site-là. Et après, j'ai surtout le Babok aussi que j'utilise de temps en temps quand j'ai besoin de me référer, notamment sur les techniques, parce qu'il existe énormément de techniques et ça peut être intéressant quelquefois de changer de technique d'élicitation, par exemple, pour tester des choses. Enfin, moi, ça m'arrive aussi de le faire. Sachant que le Babok ne contient que 50 techniques, mais au sein Ouais, d'IBM, on peut faire 250, hein. les 50, c'est déjà pas mal, hein.
Ah ouais, non mais oui, oui. Alors, comment, alors les ressources, là, ah oui, à un moment tu disais: «Je ne peux pas traiter tous les sujets» Oui. et donc comment tu as appris à dire non? «Je ne peux pas traiter ton sujet»? Ah. Hem, alors, ça joue à plusieurs niveaux. Quand je dis, je peux pas traiter tous les sujets, comme je disais, les sujets qui m'arrivent, c'est mon team leader du coup qui les choisit. Donc c'est il choisit justement, les sujets sur lesquels je travaille. Comme je disais, aussi, comme vous avez un product owner qui côté métier, donc lui, il va donner l'orientation finalement de ce qu'il veut faire. Ensuite, ça arrive en fait avec mon il fait ça en fait avec mon team leader et c'est mon team leader en fait qui, en fait quelque part une sorte de on peut appeler ça de proxy, product owner et qui, en fait va ensuite derrière, me choisir en fait mes tâches. Du coup, j'ai pas forcément besoin de dire c'est pas moi qui vais dire non, c'est plutôt, mon chef qui choisit pour moi les éléments sur lesquels je travaille. Après, là où je fais attention, c'est de pas être, débordé, c'est-à-dire qu'il commence pas à m'accumuler en fait, en effet, des tâches et des items du product backlog parce que, bah, il y a un moment donné, si je vais pas réussir à toutes les faire et puis c'est le risque, de l'épuisement en fait, hein, au bout d'un moment de travailler sur trop de sujets à la fois. La difficulté, c'est surtout aussi quand on travaille sur des sujets, très différents. Vous avez vu qu'on a 5 applications et les 5 applications, j'ai envie de dire, dedans, vous avez, 3 classes d'applications différentes. Ce qui fait que quelquefois, passer d'une application à une autre, bon, bah, faut très vite comprendre le les choses, il faut très vite savoir, changer en fait d'un sujet à un autre, ce qui est pas toujours évident. Mais, en fait, ce qu'il faut surtout, c'est, faire attention la masse de travail qu'il y a devant soi, être sûr qu'on est capable de l'absorber et ne pas hésiter de dire à un moment donné, en effet, quand on n'est pas capable de l'absorber, bah, de dire à son responsable: «Attention, là, moi, ce sujet-là, je pourrais pas le prendre en plus parce que j'ai déjà les autres qui me prennent, beaucoup de temps». Et ça, enfin aujourd'hui, j'ai peut-être de la chance aussi d'avoir un team leader qui est capable d'entendre ça et qui sait à un moment donné me dire: «Oh bah OK, dans ce cas-là, ce sujet-là, on le remet à plus tard ou je le mets à quelqu'un d'autre». Il y en a encore, hein. Alors, comment est-ce que tu challenges aujourd'hui les demandes ou plutôt tu challenges les besoins et est-ce que tu utilises ou mets en œuvre un process ou une méthode particulière pour faire le recueil de besoins? Alors, alors aujourd'hui, j'ai pas vraiment de méthode, très clairement. Alors j'ai pas de méthode parce qu'aussi je connais les outils et comme je connais aussi la partie métier, du coup, je me fie aussi à mon expérience et à ce que je connais du métier. Ceci étant, de plus en plus, je suis en train de me poser cette question-là, s'il faut pas justement que j'adopte plutôt une méthode pour pas être, justement, comment dire? Heu, que la partie métier, finalement, prenne trop le pas sur, la partie, maximisation de la valeur en fait, de ce qu'on nous demande. Hem, donc j'ai pas vraiment de méthode, si ce n'est que, aujourd'hui, on essaie toujours de raccrocher ce que l'on fait par rapport à l'orientation que nous donnent les product owners. Donc évidemment, toute demande qui se rapproche de ce que nous demande le product owner deviendra forcément plus, prioritaire par rapport à d'autres demandes. Évidemment, il y a le fait de savoir si la demande qu'on nous fait, est-ce que c'est quelque chose qui va être bloquant ou pas? Typiquement, encore il y a pas longtemps, on a certaines demandes où, ben, là, en fait, on est bloqué sur de la facturation. Si vous faites pas ce développement-là, ben, on pourra pas continuer. Bah, évidemment que d'un seul coup, il va remonter, très vite dans la en termes de priorité. Donc c'est un mélange entre, ce qu'on connaît du métier et aussi de ce qu'on nous demande de côté product owner et de ce que veut faire aussi mon team leader quelquefois. Il y a des choses qui l'intéressent de faire et d'autres moins, donc il y a un espèce de mélange de tout ça. Ce qui est pas forcément, je pense la bonne chose, à mon avis, c'est une approche qu'on doit améliorer et peut-être être un tout petit peu plus, avoir un peu plus de méthode pour, s'assurer en tous les cas que on traite bien les bons items au bon moment.
Parce que quelquefois, on peut remettre des choses et peut-être que, en les mettant, trop loin, à un moment donné, ils deviennent plus indispensables, mais du coup, les équipes métiers, bah, trouvent, d'autres moyens de faire et qu'on ne peut plus challenger ou mesurer et en fait, c'est peut-être pas la bonne approche pour eux et s'ils adoptaient notre approche à nous, ce serait peut-être beaucoup plus efficace. Ou voir, là, moi, je parle de mon expérience, qui développent parfois leurs propres solutions. Oui, tout Hein, à je le fait. vois dans la recherche, tu es avec une DSI dans la recherche, tu dis: «Alors nous, on a 300 applications dans notre système». Bon, il faut multiplier par 3 si tu comptes tout ce que les petits chercheurs ont développé de leur côté aussi. Bah, disons que tous les petits fichiers Excel en finance, on les connaît, hein, ils chacun développe ses propres fichiers et ses propres analyses. Alors, on me demande est-ce que quels sont les conseils que tu donnerais pour, justement mieux gérer et mieux gérer un backlog? Ah! J'aimerais les connaître. Hem, alors, dans les orientations, on peut avoir par exemple, des ch alors j'ai envie de dire, c'est des choses qui peuvent aider. C'est pas ça qui fait non plus la priorisation, mais par exemple la vélocité, ça peut être un calcul de vélocité des développeurs, ça peut être intéressant à avoir. Alors faut pas s'en servir comme étant une mesure, voilà, qui ne sert que à la priorisation, mais ça aide en fait à savoir, notamment, quels sont les développeurs que l'on va aller chercher en fonction des sujets, s'ils sont, prioritaires, importants et ou qui doivent être très rapidement faits. Et ça permet aussi de savoir comment on peut placer nos items en fonction des sprints qui peuvent arriver, au fur et à mesure. Hem, dans la priorisation, c'était dans la priorisation, hein, dont on parlait, hein? Oui, Ouais, gérer le backlog. notre backlog, en fait, souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on essaye aussi évidemment de mesurer, bah, la charge de travail. Alors souvent, ce qu'on essaye de faire, c'est, alors nous, on le fait comme ça, on met une charge de travail 1, 2 ou 3. Ça veut dire quoi la 1, 2 ou 3, c'est, la charge de 3, c'est, quelque chose qui est pas très important, qui peut être fait plus tard. La charge, 2, c'est, oui, c'est important, on peut le faire, mais ça va demander, du temps, mais on va le faire. Et la 1, c'est hyper prioritaire et il faut qu'on le fasse, tout de suite parce qu'il y a un besoin qui est immédiat. Et on essaye, et ça, on le fait en partenariat avec, alors on est 4 pardon dans l'équipe à travailler à chaque fois sur ce backlog. C'est-à-dire qu'on prend notre backlog, on regarde de tous les items, donc dans les 4 personnes, il y a moi, il y a le team leader et puis il y a un développeur, on va dire senior, hein, qui est un peu, tech lead et puis on prend en général un autre développeur, mais qui est aussi, analyste fonctionnel. Et donc à 4, on fait le travail de reprendre tous les items et de se dire: «Bon, bah, voilà, on sait que ça prendra 30 ans, c'est fa tant de temps, c'est facile à faire, mais c'est pas forcément urgent, donc ça, je vais peut-être le mettre qu'en 2 ou ça, attention, ça, c'est important, c'est peut-être long à faire, mais on est obligé de le faire, il faut absolument que ce soit fait rapidement et je vais le mettre en un et puis, tel autre item, bon, bah, ça, on sait que ça c'est pas important». Même l'utilisateur qui nous a fait la demande nous a dit qu'il en avait pas forcément besoin tout de suite. Je le mets au niveau 3, on le fait pour plus tard et puis on classe, en fait, un peu comme ça tous nos items et à la fin et donc on se dit: «Bah, on va commencer par tous les 1» et on regarde dans tous les 1 ce qu'on est capable de faire dans le mois, puisque nous, on est organisé en faisant un sprint, par mois et on voit ce qui peut tenir dans un sprint. Voilà, comment on essaye de prioriser chez nous. Alors au niveau d'IBA, on a une approche assez simple qui est proposée sur le site pour la gestion. C'est la gestion de 3 niveaux d'importance. Enfin, c'est pas 3 niveaux, c'est 3 points de vue d'importance. Le point de vue IT, le point de vue stratégique et le point de vue métier, qui vont donner une note, là-dessus. Avec également une vision, donc taille du développement, du l'import enfin la taille ce que moi j'appelle la taille du t-shirt, finalement, Mmh mh. la complexité à développer ou pas. Et avec des règles de dire: «On ne met pas plus de 2, 3 éléments importants dans un sprint, parce que sinon, c'est trop risqué», puisqu'il y a aussi une forme de gestion de risque au niveau de l'exigence, mais également dans le backlog lui-même qui est envoyé, en développement. Donc en fait, mettre trop de choses importantes, stratégiques et risquées, c'est augmenter son exposition.
finalement. C'est vrai. Euh, il y a une question qui m'a fait sourire. Euh, alors, en fait, il y en a deux questions qui sont à peu près similaires. La première, c'est que tu parlais de comme quoi les BA sont en phase de recherche. Donc, comment justement chercher, est-ce qu'il y a un process particulier sur ce type de profil, sur ce type de recrutement, etc. Et puis la deuxième qui m'a fait sourire, c'est comment on devient second BA dans ton équipe. Comment on devient second main dans mon équipe? Je peux peut-être dire comment. Alors, on a déjà été deux billets dans notre équipe récemment et avec une personne entre-temps qui est partie pour de raisons personnelles, hein, qui avait d'autres envies. Et quand on l'a recruté, on a essayé justement d'écrire un peu le profil type que l'on souhaitait. Et notamment, nous, quand on a fait les entretiens, donc en général, ce qu'on fait, nous, c'est des entretiens, j'ai envie de dire, assez classiques, mais dans l'entretien, ce qu'on cherche surtout, c'est d'avoir des personnes qui ont une approche, en fait. C'est-à-dire que on va poser des questions du type, bah voilà, demain, je te donne tel type de développement. Donc, on décrit plus ou moins un développement assez simple. On dit, voilà, comment tu vas travailler, comment tu vas aborder le sujet. Explique-nous. Alors, il n'y a pas de réponse forcément toute faite à ça, mais ce qu'on essaie de voir, c'est d'avoir des candidats, en tous les cas, qui ont en tout cas voilà, une démarche. Comment tu vas faire, qui tu vas interroger, quels sont les types de documents que tu vas produire, euh, comment tu vas conduire ton hésitation, quel type de méthode tu vas utiliser. En fait, c'est ça qui va nous intéresser, en fait, plus que la connaissance métier finalement. Même si je sais que j'ai un team leader qui préfère aller chercher des profils qui sont souvent des profils bancaires, hein, comme je disais, chez GEMS, on est très fortement proche d'une activité bancaire, hein, puisque GEMS est rattaché notamment à l'activité bancaire. Mais c'est pas, je veux dire, si on trouve d'autres personnes qui ont un autre profil, mais qui par contre ont la bonne démarche, je veux dire, il n'y a pas de, euh, voilà, tout le monde est, est bienvenu, j'ai envie de dire. Alors chez nous, c'est actuellement, quand on cherche des personnes, c'est plus des prestataires que l'on cherche. Euh, pour l'instant, il n'y a pas à ma connaissance, de postes en interne sur des postes de business analyst. Donc on est plus dans des prestataires, mais on a des prestataires qui restent souvent assez longtemps, hein. Euh, voilà ce que je peux dire là-dessus. Et j'en ai une dernière qui concerne ta préparation à ECBA. Ouais. Finalement, elle t'a pris combien de temps entre ben, tout ce que tu as dit et puis comment tu as fait pour t'entraîner avec des tests? Alors, on avait commencé la formation, je crois que c'était fin août jusqu'en septembre. Et après, moi, j'ai beaucoup travaillé. Alors, bon, c'était un peu biaisé du fait, comme je l'expliquais, j'avais déjà l'année passée déjà préparé une fois la certification. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de reprendre en fait le Babok, tous les chapitres donc, qui sont liés à la certification et déjà de me faire à moi des fiches de résumé qui me permettent en fait juste de structurer les éléments du Babok. Et une fois que je les ai, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fonctionné un peu par chapitre et j'ai fait mes fiches par chapitre et j'ai révisé sans arrêt mes fiches par chapitre. Et ensuite, bah après, c'est la pratique des QCM, en fait. C'est d'en faire constamment et jusqu'à ce que j'arrive à un résultat qui permette de passer ensuite la certification. Et puis, ce qui était bien, notamment avec BPMS, c'est qu'on a un accompagnement aussi dans le temps. Si jamais à un moment donné on a des questions, bah, on peut faire des sessions juste d'échange en posant des questions et pouvoir avancer et s'il y a des choses qui n'ont pas été comprises au moment de la formation. Et c'est ça qui était intéressant puisque du coup, on est accompagné vraiment jusqu'à la fin et ça permet véritablement voilà, d'être quand même confort, j'irai pas jusque-là, mais d'être confiant en tous les cas quand on passe la certification. Ok, merci, je ne vois pas d'autres questions. Alors, est-ce qu'il y a une question ultime, quelqu'un qui veut poser une question? Sinon, moi, j'en ai gardé une pour moi.
Ah, la question piège pour la fin, c'est ça? Non, non, mais en fait, je regardais, non, je regardais, en fait, quand t'as présenté ton parcours, Oui, finalement, mais en fait, tu prends le titre de BA en 2020, non, 2017, 2020. en 2020. Et en fait, moi, quand je regardais ton parcours, je me suis dit, est-ce que tu es d'accord pour dire, du coup, je suis désolé, c'est une question fermée un peu. Est-ce que tu es d'accord pour dire que déjà, avant que tu ne prennes, tu réalisais des activités de BA avant de prendre le titre réellement de BA, Oui, quelque part? oui, oui, tout à fait. Et, Je- bon, En fait, euh, En fait, justement, c'est pour ça qu'on est un peu venu me chercher. C'est parce que quand j'émettais mes demandes, en fait, c'est limite si ça ressemblait pas déjà à une spec fonctionnelle, quoi. Donc, de la manière dont je l'écrivais, dans la manière dont j'émettais ma demande, ils avaient limite plus qu'à la faire, quoi. oui, Et ils avaient en fait assez peu de questions au final, et bah, je pense que c'est ça qui a plu par rapport à ce que je faisais. Et en effet, je faisais ça déjà depuis un moment, en fait, hein. Comme je te disais, dès mes premières missions, quand j'étais même dans le BTP, où je travaillais déjà avec des IT sur sur des problématiques voilà, d'outils sur la partie contrôle-gestion, la partie comptable, la partie facturation, tout ça, en plus, c'est des choses qu'on retrouve on peut passer d'une société à une autre. Je pense que c'est les mêmes problématiques qu'on retrouvera un peu partout sur la finance. En tous les cas, c'est est-ce que c'est symptomatique de la finance? Peut-être, je sais pas, mais en tout cas, on retrouve souvent voilà, les mêmes problématiques, les mêmes items à traiter. ok, merci beaucoup. Merci encore, Laurent, pour ce témoignage ce soir. Avec Il y a plaisir. beaucoup de personnes qui te remercient, hein. Bravo pour le parcours, merci pour le partage. Merci Laurent, merci pour cette intéressante présentation. Un grand merci beaucoup. Si vous voulez, vous pouvez mettre là, moi, je suis le seul à voir les messages, donc n'hésitez pas à mettre des cœurs ou des points, des points, des pouces levés dans dans la discussion, ou même encore mieux, il y a le bravo, je ne savais pas. C'est vrai, voilà. Merci beaucoup. Merci à toi, Laurent. Alors, on se revoit la semaine alors, pas la semaine prochaine, le mois prochain, pardon. Le mois prochain, nous aurons une personne qui travaille je sais pas comment dire, une société qui est dans le divertissement, mais également produit des films, grande société, et qui va un peu nous parler des techniques de son quotidien, mais également des séries et d'une technique qui s'appelle le storytelling, qu'il utilise, etc., dans son quotidien. Bref, je vous invite vraiment à y participer. Euh, Moi, quand il me parle un petit peu de son métier, je pense aux imaginaires, etc. Comment créer finalement, comment donner vie à du rêve, etc. Enfin, voilà, je trouvais son intervention vraiment à partager avec nous. Je ne savais même pas qu'il y avait des BA chez eux, en fait. J'ai découvert des BA. Et bah, encore, merci en tout cas, Laurent. Et alors, Merci bah, à on vous. va continuer pendant toute l'année hein, sur ces séries de Vie ma vie. Donc, ensuite, on a des personnes qui viendront dans des centres de recherche qui nous expliqueront un petit peu ce qu'ils font dans le côté opérateur téléphonique. Bref, on essaye de balayer un peu les différents secteurs. Et puis, si vous-même, bah, vous voudrez venir témoigner, venir partager un petit peu votre expérience, n'hésitez pas à nous contacter. C'est un petit peu l'objectif aussi de ces webinaires. Et nous lançons également, comme je l'ai dit en introduction, la semaine de la business analyst fin de l'année, où l'objectif c'est de revenir un petit peu sur les grands, le b.a.-ba de la BA, les grandes techniques, etc. Comment réussir les projets, quelle posture avoir, etc. Là encore, si vous voulez, nous recherchons des intervenants. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Merci Laurent encore. De rien. Merci à vous. Très bonne soirée à vous tous.